il existe un faisceau d'éléments qui tendent à corroborer que l'administration Bush, mais également le gouvernement de Tony Blair, avait un certain nombre d'arrière-pensées, probablement, qui avaient trait à l'accès au pétrole. D'abord, il y a un élément de long terme qui est que l'Irak et le Moyen-Orient, le Golfe Persique en général, ont une place incontournable dans la géostratégie américaine, et cette place, elle est due aux réserves de pétrole qui sont contrôlées par cette région. Donc, dans la politique américaine, il y a cette idée de contrôler cette zone qui est une clé de voûte de la stabilité économique mondiale. Ensuite, l'administration Bush est probablement, de toutes les administrations américaines, celle au sein de laquelle on trouve le plus grand nombre d'hommes du pétrole. Dick Cheney étant un exemple, Bush lui-même étant un pétrolier, Condoleezza Rice, mais il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, il y a des éléments de preuve, en tout cas des éléments qui laissent penser qu'il pouvait y avoir des arrière-pensées. Il y a un certain nombre de déclarations qui ont été faites par des hauts responsables de l'administration américaine et de l'armée, puisque je cite notamment le chef d'état-major du commandement central, ce que les Américains appellent le commandement central, c'est-à-dire la branche du Pentagone qui est chargée du contrôle du Moyen-Orient, qui a dit oui, bien sûr que c'était une histoire de pétrole. Bon. Et on a un certain nombre d'autres personnages comme ça au sein de l'administration Bush qui ont fait ce genre d'aveu. Ça n'est encore pas un élément de preuve. L'élément qui se rapproche le plus d'une preuve au sens plein du terme, on le trouve côté britannique, où il y a de ça 2 ans maintenant, il y a un journaliste indépendant qui a fait une demande pour accéder aux minutes des discussions internes au sein du gouvernement Blair pendant la préparation, en 2002, pendant la préparation de l'invasion de l'Irak. Et on y voit les 2 grandes compagnies pétrolières britanniques historiques, la Shell et BP, faire du lobbying et être reçus par plusieurs ministres britanniques qui leur donnent des garanties que oui, si l'armée britannique va en Irak, bien entendu, on fera en sorte de mettre de côté des intérêts pour ces pétroliers britanniques. Bon, c'est un secret de polichinelle. Bien entendu que quand une puissance militaire s'engage dans une invasion d'un autre pays, bien entendu qu'on considère les retombées positives d'une invasion. Le lien, c'était le 11 septembre. On sait très bien que ce lien était plus que ténu. L'administration Bush a menti devant le Congrès américain, a menti à la tribune des Nations Unies. Qu'est-ce qui reste comme mobile ? Si on enlève Al-Qaïda, si on enlève les armes de destruction massive. Le XXe siècle, c'est une transformation. C'est un moment de bascule, un moment d'expansion, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. C'est une histoire de puissance. La puissance croît. La puissance politique, la puissance économique, alors plutôt la puissance économique, puis la puissance politique et militaire. Littéralement, si on est physicien, quand on parle de puissance, on parle d'énergie. La puissance, c'est l'énergie sur le temps. C'est un rapport entre l'énergie et le temps. Il se trouve que notre source primordiale et tarissable d'énergie, elle s'appelle le pétrole, et que l'expansion économique, en particulier de la seconde moitié du XXe siècle, coïncide avec une expansion dans le même ordre de grandeur de la production pétrolière. Pour effectuer une puissance, qu'on parle de puissance économique ou de puissance géostratégique, pour effectuer une puissance, le premier prérequis, c'est de disposer d'une source d'énergie adéquate pour effectuer cette puissance. Voilà. Donc ça m'a paru utile à un moment où on a beaucoup de mal à lutter sérieusement contre le réchauffement climatique. On a également beaucoup de mal à se confronter aux limites physiques de la croissance. Ça m'a semblé utile de regarder rétrospectivement ce que c'était que l'histoire du pétrole, ce que c'était que ce lien inextricable entre croissance économique et croissance de la consommation d'énergie. Je me suis demandé beaucoup ce que c'était que, on vient d'en parler, ce que c'était que Bush. Est-ce que l'administration Bush, c'était une singularité dans l'histoire américaine, ou est-ce qu'au contraire, il y a une relation fraternelle de long terme entre la puissance politique aux États-Unis et la puissance industrielle? Il y a une relation de long terme
entre l'effectuation de la puissance américaine et le destin de cette industrie primordiale aux États-Unis, qui est l'industrie pétrolière. C'est un lien qu'on voit dès les années 20. Dès le moment, dans les années 20, on a un président américain qui s'appelle Coolidge. C'est le président de ce qu'on appelle aux États-Unis les Roaring Twenties. On ne dit pas les années folles, on dit les années 20 rugissantes comme le moteur d'une voiture. Et Coolidge a cette phrase qu'il écrit dans une analyse géostratégique qu'il rédige à l'époque. Il dit « Il est possible, au sortir de la Première Guerre mondiale, dans laquelle on sait que les chars d'assaut, l'aviation ont joué un rôle très important, dans laquelle Clémenceau a dit « Demain, dans les batailles de demain, une goutte de pétrole vaudra une goutte de sang ». Coolidge écrit au sortir de la Première Guerre mondiale « Il est possible que la puissance d'une nation soit en premier ressort fonction de sa capacité à disposer de suffisamment de pétrole pour effectuer cette puissance. » C'est exactement à ce moment-là qu'on voit la grande fourmilière américaine ne plus être capable de se contenter du substrat sur lequel elle a poussé et devoir développer une diplomatie du pétrole qui va s'intéresser au Moyen-Orient, d'abord à l'Irak, ensuite à la Perse et à l'Arabie Saoudite. Et tout ça me paraît assez cohérent, en fait, parce que pour effectuer la puissance, encore une fois, il faut disposer de ressources d'énergie adéquates. Militairement, en Irak, on se prépare beaucoup. Hein. Les États-Unis, ça fait un moment qu'ils se préparent. Ça fait maintenant 15 ans qu'ils ont 2 porte-avions nucléaires qui tournent en permanence dans le Golfe Persique. Donc de ce point de vue-là, ils sont prêts. Les Chinois sont également prêts. Ce sont les premiers opérateurs du pétrole irakien. Ils ont investi tout autour du monde. Les Chinois sont dans la même situation que les États-Unis, quelque part. C'est-à-dire que pour effectuer leur puissance, leurs propres ressources d'énergie ne suffisent pas, alors qu'elles sont massives. Ils sont premiers producteurs mondiaux de charbon. C'est un produit, on le sait très peu, mais c'est un très gros producteur pétrolier, la Chine. Seulement, l'appétit de brut chinois dépasse largement la production, comme pour les États-Unis. Les États-Unis sont des producteurs très importants, mais ils consomment 2 fois plus que ce qu'ils produisent, y compris aujourd'hui, alors qu'on entend beaucoup gloser sur le retour à l'indépendance énergétique américaine. Donc c'est une affaire géostratégique, parce que pour effectuer ta puissance, passer une certaine limite, il faut que tu te projettes. Ma motivation fondamentale pour écrire ce bouquin, c'est de me dire, OK, au XXe siècle, on s'est beaucoup battu par et autour du pétrole. Qu'est-ce qui va se passer lorsque, inexorablement, le pétrole deviendra rare? Et il deviendra rare, tôt ou tard. Il y a des gens qui disent que c'est l'industrie, en général, des experts au sein de l'industrie qui disent que la limite est encore très très loin, cette limite qu'on appelle le pic de production. C'est-à-dire le moment où, faute de réserves suffisantes, la production est nécessairement vouée à décliner. C'est le cas par exemple aujourd'hui en mer du Nord. Depuis 10 ans, la production en mer du Nord, malgré les capitaux, malgré les incitations fiscales, malgré tous les subterfuges, il y a un problème géologique, il y a un problème écologique. Voilà. Et donc je trouve que c'est très intéressant, parce que le progrès, la puissance, on a compris ça comme étant un problème à échelle strictement humaine. Et moi, en tant qu'écologiste, éthiquement écologiste, je m'intéresse aux signes qui indiquent qu'il faudrait peut-être dépasser cette logique anthropocentrée, précopernicienne de la politique. Le pic de production du pétrole conventionnel, c'est-à-dire le pétrole liquide classique, est franchi. C'est-à-dire que l'Agence internationale de l'énergie répète depuis plusieurs années maintenant qu'on ne parviendra pas, pour des raisons de limite géologique, à faire croître la production mondiale de pétrole avec ce qui constitue aujourd'hui les 4/5 de la production, c'est-à-dire le pétrole liquide classique. Donc pour compenser ça, puisque la croissance, jusqu'à preuve du contraire, a besoin de davantage d'énergie pour être effectuée, on a besoin de recourir au pétrole dit non conventionnel. Alors, dans les pétroles non conventionnels, il y a plein de choses. Leur point commun, c'est que ce sont des pétroles extrêmes, c'est-à-dire plus chers, plus compliqués, et accessoirement, en général, potentiellement beaucoup plus polluants. Donc, il y a l'Arctique, il y a les ressources potentielles éventuelles en Arctique, dont l'accès se libère grâce à la fonte de la banquise, elle-même induite par le réchauffement climatique, je ne vous fais pas la suite. Il y a les pétroles offshore ultra profonds,
dont on voit aujourd'hui au Brésil qu'ils sont beaucoup plus compliqués que ce que laissaient espérer les gens qui en ont fait la promotion, chez Petrobras notamment, et puis les banquiers qu'il y a derrière. Finalement, la production brésilienne, il n'y a pas que des problèmes de corruption chez Petrobras en ce moment, il y a des problèmes physiques, techniques, de voracité en investissement de ces pétroles-là pour arriver à les sortir en quantité suffisante. Dans ce registre, il y a un élément auquel personne ne s'attendait, c'est effectivement le boom des pétroles et des gaz de schiste, dits de schiste, aux États-Unis principalement. Il y a un prospectiviste de BP, qui j'ai discuté récemment, qui expliquait qu'on est dans la situation de rats de laboratoire qui ont terminé de manger les céréales et qui s'attaquent au paquet de céréales. Et c'est un peu ça, puisqu'en fait on va exploiter le pétrole dans sa matrice première, qui est ce qu'on appelle la roche-mère. En fait, on parle de pétrole de schiste, mais en réalité c'est du pétrole ou du gaz de roche-mère. Et là, il est difficile de savoir où on va exactement. La production américaine est dans une résurgence tout à fait spectaculaire. Encore jusqu'à aujourd'hui, l'administration Obama reste, les experts pétroliers de l'administration Obama restent prudents sur l'évolution de cette production. Ils considèrent pour l'instant qu'il y aura un nouveau pic de la production américaine avant 2020, c'est-à-dire que les ressources en pétrole de schiste ne suffiraient pas, pour un certain nombre de raisons techniques et géologiques, à permettre une résurgence de long terme de la production américaine. Et puis le second élément à ne pas perdre de vue, c'est que les pétroles de schiste aujourd'hui, c'est 3 millions de barils jour. On compte la production en millions de barils jour. C'est 3 millions de barils jour sur une production mondiale qui est de 90 millions de barils jour. Donc on n'est pas encore à la planche de salut qu'espèrent les pétroliers avec cette ressource. Par exemple, en Pologne, on a dit monts et merveilles des ressources qui étaient disponibles en Pologne. En fait, les prospecteurs, depuis, ont plié bagage parce que pour des raisons à nouveau géologiques, il y a des roches-mères, il y a des liquides hydrocarbures dans ces roches-mères, mais pour des raisons spécifiques, elles ne sont pas exploitables économiquement. Donc il faut faire attention avant de crier au miracle avec ces ressources.